26 mars 2024, la démocratie malienne a 33 ans aujourd'hui. Que du chemin parcouru, la nation a rendu ce matin hommage à ceux qui ont versé leur sang pour que ce jour soit. Le président de la transition a déposé une gerbe de fleurs au pied du monument des martyrs, un monument dressé juste à l'entrée du pont des martyrs. Fin de la 13e édition du Forum international de l'énergie atomique à Sochi en Russie et la délégation malienne a pris part à la conférence sur le lithium. Les détails dans ce 20h. La chronique judiciaire de ce soir s'intéresse à la plainte, qui est un acte par lequel une victime prévient l'autorité compétente. Restez avec nous pour savoir comment rédiger une plainte et où la déposer. Et cette histoire qui fait mal au cœur dans la région de Sikasso et plus précisément dans le village de Sikoroni, la brigade de recherche a mis la main sur un tradipraticien qui a assassiné des enfants pour des rituels. Le RTM Sikasso est allé voir plus de détails dans cette édition. Voilà ce qui domine l'actualité de ce soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM 1. Nous vous l'annoncions dans les titres. Le Mali a rendu hommage aux martyrs de 91 à travers un dépôt de gerbes de fleurs par le président de la transition au pied du monument des martyrs ce matin. Par ce geste solennel, le chef de l'État rend ainsi hommage aux dignes fils pour leur lutte héroïque qui a permis l'avènement de la démocratie au Mali. Il a aussi saisi l'occasion pour saluer les efforts du gouvernement et des opérateurs économiques qui ont permis la disponibilité des produits de première nécessité pendant ce mois de Ramadan. Retour sur une cérémonie chargée d'émotions avec Bourama Traoré. Pour ce jour historique au Mali, le monument des martyrs affiche un nouveau visage, un symbole du combat mené par le peuple malien pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit. Ce mardi est donc un jour de souvenir où les gestes et les mots s'unissent pour exprimer un même sentiment, l'émotion dans toute sa profondeur. Flashback, c'est aux environs de 9h02 que le président de la transition est arrivé au monument des martyrs pour sacrifier à cette tradition. Le chef de l'État est accueilli par le Premier ministre. Il passe en revue un détachement des forces de défense avant que l'hymne national ne retentisse. Au-delà du rituel, le 26 mars reste un symbole fort pour les Maliens. Une journée d'hommage aux victimes de la répression de mars 1991, il y a exactement 33 ans. Du geste, il y en a eu, mais aussi des mots de reconnaissance. C'est pour moi un devoir, en ce jour qui marque le 33e anniversaire de la journée des martyrs, de rendre hommage à ceux qui ont consenti le sacrifice ultime pour l'avènement d'un Mali démocratique, un Mali prospère et juste. Et prions pour le repos éternel de tous nos martyrs. Cependant, au-delà de la célébration de cette journée, il s'agit en réalité pour nous de faire le bilan de la démocratie malienne après 33 années d'exercice. Et cela nous permettra non seulement d'évaluer le chemin parcouru afin de se projeter dans l'avenir avec sérénité. Se projeter dans l'avenir avec plus de sérénité et surtout de confiance pour honorer la mémoire de nos martyrs. L'hommage à ces dignes fils est suivi avec attention par les membres du gouvernement, les présidents d'institutions, les diplomates accrédités au Mali, les acteurs du mouvement démocratique et de nombreux citoyens. Une belle mobilisation pour un événement d'une grande portée nationale et au saveur de l'actualité. Je voudrais aussi féliciter et remercier toutes les Maliennes et tous les Maliens pour leur résilience face aux multiples défis, tout en les invitant à se réunir davantage autour de l'essentiel qui est notre patrie. Comme vous le savez, la célébration du 26 mars de cette année est coïncide avec le mois de Ramadan, qui est un mois par excellence de grande consommation des produits de première nécessité. Et je profite aussi de l'occasion de féliciter le gouvernement et tous les opérateurs économiques
pour avoir pris toutes les dispositions afin que ces produits soient disponibles au Mali et dans tous les marchés. Des marchés bien approvisionnés, ce qui est en phase avec une autre priorité des autorités, celle d'améliorer les conditions de vie des Maliens, un des combats également de nos martyrs. 33 ans après, leurs souvenirs restent vivaces dans la mémoire collective et les sacrifices consentis continuent d'inspirer les générations actuelles dans leur lutte pour un Mali plus libre et plus démocratique. Et pour la commémoration de cette journée, une conférence sur la thématique Le renouveau au Mali, état des lieux et perspectives a été initiée par le ministère en charge de l'artisanat et la pyramide du souvenir. Les détails avec Al Jumatina. La commémoration de la journée des martyrs offre l'occasion au public de se souvenir des principes et idéologies qui ont marqué le combat de ceux qui sont tombés pour l'avènement de la démocratie. Cette année, la journée se déroule à un moment où notre pays est résolument engagé dans un vaste chantier de refondation. C'est ainsi que les organisateurs du présent colloque, le département en charge de la culture et la pyramide du souvenir, ont mis l'accent sur le renouveau au Mali, état des lieux et perspectives. Et 33 ans après, les Maliens se souviennent de ce sacrifice ultime des martyrs de la démocratie. Le choix en 2024 de cette thématique n'est pas le fruit du hasard. Il traduit la vision des plus hautes autorités de notre pays aujourd'hui. Donc avec certitude, nous assistons à la refondation d'un nouvel État. Nous sommes persuadés que rien ne saurait entraver cette nouvelle dynamique. Hier, le Mali, aujourd'hui, le Mali pour toujours. 5 sous-thèmes relatifs à certains secteurs en pleine mutation ont été développés lors de ce colloque par des acteurs du domaine. Le but, éclairer la lanterne de la jeunesse qui est le moteur du changement. Vous savez que le Mali vient de traverser un moment historique. Il y a un renouveau sur le plan judiciaire, il y a un renouveau sur le plan culturel. Aujourd'hui, nous savons que seule la jeunesse peut s'approprier et continuer cette refondation-là, pour continuer, n'est-ce pas, à bâtir ce chantier-là, à lui donner forme, à lui donner corps et à lui donner âme. Ont participé à ces colloques, outre certains acteurs du mouvement démocratique, mais aussi les élèves et étudiants de certaines écoles partenaires de la pyramide du souvenir. Le parti Adema PSCJ pour ce 26 mars a choisi de s'exprimer à travers une pièce de théâtre intitulée L'or du Mali qui fait allusion aux acquis de la démocratie. Boubacar Bablin Touré pour plus de précisions. Commémoré habituellement par des conférences débats ou encore des points de presse, pour cette édition 2024 qui marque le 33e anniversaire de l'avènement de la démocratie au Mali, la formation politique Adema PSJ a décidé de le commémorer autrement. Elle a choisi comme mode d'expression le théâtre. Intitulé L'or du Mali, l'histoire concerne une famille de 4 membres divisés autour de la commémoration de cette date historique de notre pays. Ensemble, défendons, mais n'effaçons pas le 26 mars. Qui efface le 26 mars? N'essaye même pas. Qui donc efface le 26 mars? Il nous fallait avancer et nous avancions le cœur océan d'amour pour notre tout couleur Mali. Dans cette pièce de théâtre, les acteurs du mouvement démocratique rendent hommage aux martyrs et s'engagent à perpétuer leur mémoire. Aujourd'hui, plus qu'hier, nous devons être à la hauteur du sacrifice de nos héros qui sont partis définitivement pour que cette ère démocratique soit. Il s'agit de vos filles, de vos fils, connus et anonymes, de ces blessés à vie et de toutes les victimes de cette glorieuse journée du mois de mars 1991, dont nous nous souviendrons toujours. Nous nous souviendrons d'eux parce que le 26 mars 1991 était l'aspiration profonde de tout un peuple à l'émergence de notre Mali. Un Mali démocratique, un Mali de liberté, un Mali multipartite, un Mali de l'espoir, un Mali de lumière. Comme fait marquant de cette commémoration du 33e anniversaire du 26 mars 1991, des témoignages de certains acteurs de cette révolution, comme Alinou Diallo, Zoumana Sako, Mme Sike Atousso,
Moustapha Diko, et ceux des formations politiques amies du parti de l'abeille. Aussi, l'Alliance panafricaine pour la consolidation des idéaux d'Assimi Goïta a organisé une conférence débat. C'est pour partager avec le public des actions entreprises par les différents régimes dans le cadre de la stabilité sociale de mars 91 à nos jours. Reportage à Salim Konaté et Abdoulaye Sissé. 26 mars 1991, 26 mars 2024, Histoire, enjeux et perspectives. C'est le thème de cette conférence débat initiée par l'Alliance panafricaine pour la consolidation des idéaux d'Assimi Goïta. Ce cadre d'échange a pour objectif d'expliquer à la jeune génération les acquis du 26 mars 1991 et celles de la transition en cours. Aujourd'hui est un jour de rappel de tous ces hommes, de toutes ces femmes qui ont donné de leur vie pour que nous puissions nous retrouver dans un État démocratique, multipartite, parler des acquis, parler des perspectives de cette démocratie chèrement acquise, faire un bilan 30 ans après. Quel enseignement il faut tirer de nos 30 ans d'exercice démocratique. Cette conférence débat a été également une occasion pour les membres de l'Alliance de rendre hommage à tous ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour la nation, mais aussi témoigner leur engagement à soutenir la transition. Aujourd'hui, à Tombouctou, ici quand même, la jeunesse pense qu'il n'est pas encore temps pour des élections. Mais même si nous devrons aller vers des élections, puisque la transition convenue dans la charte de la transition prend fin aujourd'hui, que cette jeunesse elle est prête à porter son excellence, le colonel Assimi Goïta, à la magistrature suprême du Mali de façon démocratique. La cérémonie a pris fin par une série de questions-réponses pour davantage éclairer la lanterne des différents participants. L'Union pour la République et la démocratie URD réaffirme son attachement aux acquis de cette lutte, notamment le renforcement de la démocratie multipartite, le respect des libertés individuelles et collectives des citoyens, la célébration du 26 mars au-delà du cérémonial de dépôt de gerbes de fleurs au monument dédié aux martyrs et de la traditionnelle marche funèbre au carré des martyrs doit s'appesantir sur le respect et la préservation des acquis. Voilà, nous reformons la page consacrée à la commémoration du 26 mars. Suite de ce journal et suite de la série de rencontres entre le Premier ministre et la classe politique, plusieurs partis politiques ont répondu à l'invitation du Premier ministre. Les échanges ont porté sur le déroulement de la transition, l'organisation des élections et le rôle des partis politiques. Des détails avec Alousseni Touré. Les invités du Premier ministre ont d'abord écouté attentivement les développements faits par le chef du gouvernement concernant le déroulement de la transition. Celle-ci a plus que jamais besoin du soutien de tous pour atteindre ses objectifs. Les partis politiques, a-t-il dit, sont les véritables animateurs de la vie politique et il serait illusoire de vouloir les en écarter. Hier, l'urgence était sécuritaire. Aujourd'hui, les priorités portent sur les questions de développement et bien sûr sur la question électorale. Cette rencontre, je l'ai souhaitée à cause de la spécificité des partis politiques. Parce que quoi qu'on dit maintenant, tôt ou tard, c'est des compétitions électorales. Les compétitions électorales par vocation, par définition, c'est dans un espace réel de maçon politique. Il peut y avoir quelques candidats indépendants ici et là, mais globalement, c'est les candidats des partis politiques. On ne va plus faire comme avant. Il faut d'abord la sécurité. Parce qu'on a remarqué, vous verrez, Niger, Burkina, ailleurs, partout, la cause des renversements des régimes, c'est l'insécurité, ce n'est pas le manque d'élections. Et donc nous avons dit, attaquons-nous d'abord à l'insécurité. La deuxième chose, il faut détricoter cette chemise-là. Mais en ce moment, une partie de la classe politique avait d'autres données, donc elle ne pouvait pas se comprendre avec nous. Moi, je voulais vraiment que les uns et les autres comprennent pourquoi il y avait ce hiatus-là. L'armée a préparé dans le plus grand secret ce que nous avons appelé la grande offensive militaire qui a été déclenchée à partir de mi-décembre 2021. C'est pendant cette même période
que nous avons préparé les grandes opérations politiques, la tenue des assises. Maintenant que Kidal est pris là, il faut faire l'union sacrée autour du président de la transition, des autorités de la transition. C'est que nous voulons un processus irréversible. Les interventions des hommes politiques avaient pour but d'exprimer quelques préoccupations. C'est vrai, vu tout ce que vous portez comme doléance, comme projet de souhaiter pour le Mali et dans la sous-région, au sein de l'AES, c'est difficile d'organiser effectivement les élections dans ce contexte. Parce que organiser les élections dans ce contexte, on risque de nous retrouver dans une autre position qui n'a pas les mêmes objectifs, les mêmes ambitions, les mêmes orientations aujourd'hui de l'AES et de notre pays. À avancer ensemble et à sortir notre pays de cette situation aujourd'hui de colonisation ou de néocolonisation qu'on veut désormais qui est derrière nous. Les Maliennes et les Maliens sont avec vous, suivent et font confiance à la transition. La transition devrait aujourd'hui restaurer et préserver cette confiance et aller en droite ligne dans ce chemin. Le Premier ministre a rassuré ses interlocuteurs de la prise en compte de toutes les recommandations et suggestions en vue d'améliorer la gouvernance du pays. Et on en vient à notre titre de ce journal. À la fin aujourd'hui à Sochi, en Russie, du 13e Forum international de l'énergie atomique. Parmi les derniers événements auxquels a pris part la délégation malienne sur place, une conférence sur le lithium, les opportunités et défis pour les petites solutions énergétiques. Une occasion pour le ministre des Mines d'évoquer la situation de ce minerai stratégique au Mali et sur le continent africain. Envoyés spéciaux à Sochi, Yaya Konaté et Adamant Kamara. Un panel intercontinental pour échanger sur un minerai stratégique. Matière nécessaire à la transition vers les énergies vertes, le lithium fait courir aujourd'hui les industries du monde entier. Des véhicules électriques aux composants électroniques, difficile désormais de s'en passer, d'où un marché florissant. Le continent africain compte bien s'insérer dans ce marché, fort de ses importantes réserves en la matière. On estime à plus de 26 millions de tonnes LCE les réserves détenues par les pays africains. Et d'ailleurs, si on combine le lithium avec d'autres ressources comme le cobalt, le manganèse, les cuivres, etc., les études montrent que l'Afrique détient entre 30 et 70% des réserves mondiales, ce qui lui donne donc une position de choix dans ce monde aujourd'hui. La plupart des pays africains, à l'image du Mali, sont donc décidés à créer une industrie du lithium pour éviter d'exporter de la matière brute. Pour notre pays, c'est toute une stratégie et un modèle de développement qui sont à la réflexion. Nous travaillons de plus en plus sur 3 axes. Le premier, c'est comment diversifier l'économie. Ceci est important parce que nous sommes connus comme un pays agro-silvopastoral. Et du point de vue aussi de l'exploitation minière, le Mali est surtout connu comme un grand pays producteur d'or. Mais de plus en plus, le Mali se positionne donc dans la diversification à ce niveau. L'autre axe sur lequel nous travaillons, c'est de faire en sorte que nous puissions créer de la valeur ajoutée. Ceci est important, c'est pourquoi nous nous positionnons aujourd'hui carrément mettre en place une industrie qui puisse transformer le lithium et qui puisse même, pour qu'on puisse aller jusqu'à la création, fabrication de batteries. Et le troisième aspect sur lequel nous travaillons, c'est de mettre en place ce que je pourrais appeler un partenariat gagnant-gagnant avec des pays amis, au premier rang desquels la Russie. Ces partenariats gagnant-gagnant centrés sur un certain nombre de choses, comme la recherche, l'exploitation, le transfert de compétences, et aussi le développement de l'industrie du lithium. Les gisements de lithium au Mali ont été répertoriés notamment dans les régions de Bougouni, Sikasso et Kaye. À noter que la première mine de lithium du pays est en construction justement dans la région de Bougouni. Et toujours à Sochi, le président de la Commission des mines, de l'énergie et de l'eau du CNT trouve que ce forum est un cadre de découverte de solutions innovantes et sécurisées qui pourraient aider notre pays à sortir de la crise énergétique. Nous l'écoutons au micro de nos envoyés spéciaux.
La délégation malienne a été invitée par nos amis russes pour venir assister à cette exposition qui est l'une des plus grandes expositions consacrée à l'énergie nucléaire. Comme vous savez, le Mali aujourd'hui traverse une très grande crise énergétique due en partie à un manque de vision. Parce qu'aujourd'hui, un peuple, une nation, un pays ne peut pas baser sa production énergétique sur le gasoil, sur les groupes électrogènes. Donc nous sommes héritiers de cette situation et nous sommes en train de trouver des solutions pérennes, durables à la crise que nous traversons aujourd'hui. Donc nous avons vu les dernières technologies en matière d'énergie nucléaire et nous sommes en train de rediriger notre production d'électricité sur les énergies propres, hydroélectriques, solaires, éoliennes qui sont gratuites. Donc cette exposition vraiment été une aubaine pour nous, pour aviser, éclairer nos lanternes. Beaucoup de gens quand même sont très sceptiques par rapport à l'énergie nucléaire. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui pour rassurer? Cette énergie nucléaire qui jadis a été décriée est considérée aujourd'hui comme une énergie propre. Et malheureusement, nous les Africains, on a suivi les conseils de nos amis sans faire attention, sans prendre mesure des problématiques dans lesquelles nous nous trouvons. Donc cette énergie aujourd'hui, on peut assurer le peuple que c'est une énergie propre, surtout avec les centrales de dernière génération, 3e génération, plus jusqu'à la 4e génération. Le risque zéro n'existe pas, mais c'est des systèmes, c'est des techniques assez costauds qui ont été mis en place pour assurer la sécurité. Est-ce que le nucléaire est accessible à des pays pauvres comme le nôtre? Je vais commencer déjà par saluer nos amis russes, sans lesquels on ne pouvait pas, en tout cas nous, pays africains pauvres, nous ne pouvons pas accéder au nucléaire. À cause des tracasseries, de la papyrasserie, de la bureaucratie, de l'agence internationale atomique, qui, pour délivrer des autorisations, ce n'est pas du tout facile. Mais nos amis russes nous ont aujourd'hui aidés à avoir accès à cette agence et pour pouvoir implanter des centrales nucléaires sur notre territoire. La ministre de la Santé et du Développement social, elle, prend part depuis ce matin à Ouagadougou à la 13e réunion de la commission tripartite Mali-Burkina Faso-HCR pour le rapatriement volontaire des réfugiés. La ministre a salué la synergie d'action entreprise par les pays de l'AES en vue de lutter efficacement contre le terrorisme. Pour plus de précisions, écoutons colonel Assa Badialo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Dans le cadre de retour de l'administration dans certains cercles des régions du Nord et du Centre, le gouvernement continue à procéder à la nomination des représentants de l'État dans les postes de commandement vacants, préfets, premier et deuxième action du préfet et les sous-préfets, et qui rejoignent leur poste. La nouvelle posture des forces armées maliennes et la montée en puissance de l'AES en est une illustration parfaite, permettant de renforcer des actions humanitaires aux populations et le retour progressif de l'administration et des services sociaux de base dans les régions. À la date du 31 décembre 2023, il a été enregistré 85 683 rapatriés dans 115 communes. Par ailleurs, 209 774 réfugiés enregistrés dans les pays d'asile dont 37 579 au Burkina Faso, 104 324 en Mauritanie, 67 705 au Niger, 84 au Nigeria, 73 au Togo, 9 en Guinée. De même, 354 739 personnes déplacées internes pays vivent en dehors de leur zone de résidence. Du 1er janvier au 24 mars 2024, les actions suivantes ont été réalisées par le gouvernement en collaboration avec les agences internationales, les ONG internationales et nationales. La poursuite du soutien des points d'enregistrement de retour des réfugiés. 568 420 000 francs CFA ont fait l'objet de transferts monétaires à des cibles. La prise en charge médicale de 3 518 personnes. L'assistance alimentaire à 45 964 ménages. La prise en charge des frais de loyer pour certains ménages pour un montant de 3 480 000 francs CFA. Le gouvernement du Mali demeure attentif
à toutes les initiatives que vous serez amenés à prendre dans l'exécution de la noble et délicate mission qui vous est confiée. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social et les centrales syndicales se sont réunis hier pour faire le point de l'accord signé le 5 février 2021 entre le gouvernement et les centrales syndicales. Ce soir, nous vous proposons un extrait de l'intervention du ministre. Avec le PV du 5 février 2021 que le gouvernement a signé avec l'UNTM et le patronat, donc nous sommes à cet exercice d'évaluation. Et lorsque nous regardons l'ensemble des points de revendication qui sont contenus dans le PV, on a 9 grands points avec beaucoup de sous-points, ce qui peut nous conduire à peu près autour de 27 points de revendication. Et à la date d'aujourd'hui, je pense que beaucoup de points ont été exécutés. Et lorsque vous prenez le point sur la grille unifiée en 2021, donc il y a le grille unifié qui a été adopté avec des décrets d'application pour l'ensemble des corps de la fonction publique, ce qui a coûté à l'État plus de 200 milliards de francs CFA. Nous avons aussi en cours de traitement et très avancé les sociétés, donc ce qu'on appelle les compressés, que ce soit Comatex, Itema, Hôtel Azala et Tombouctou, Simekman. Donc beaucoup de ces compressés ont été payés. Il reste seulement quelques cas qui ne sont pas payés. Par exemple, pour l'UCOMA, il nous reste quelques cas. Pour l'hôtel Azala et Tombouctou, ça s'est réglé définitivement. Donc pour Itema, il reste quelques cas qui sont liés à des questions de comptes bancaires que l'UNTM va régler. Donc on a vraiment un certain nombre, beaucoup de points qui sont exécutés. À la fin de l'exercice, donc on fera le point et donner d'autres chronogrammes pour voir comment on va effectivement éteindre les points qui ne sont pas exécutés, qui sont majoritairement d'ailleurs en cours d'exécution. Et certains ont été reversés dans le cadre de la mise en œuvre du pacte de stabilité sociale et de croissance que nous avons signé avec les syndicats, de façon générale. Pas seulement avec l'UNTM, mais avec l'ensemble des syndicats du Mali. Dans la nuit du vendredi dernier, un incendie est survenu à l'usine de fabrication de façades de Moto Jakarta et des chaises en plastique dans la zone industrielle. Pas de pertes en vie humaine, mais d'énormes dégâts matériels sont enregistrés. Al-Jumatina et Boubacar Traoré. Désolant spectacle à Ima Place, l'usine de fabrication de façades de Moto Jakarta et les chaises en plastique. Le feu venu d'une cour voisine dans la nuit de vendredi à samedi a ravagé une bonne partie de l'usine. Certes, il n'y a pas eu de pertes en vies humaines, mais d'importants dégâts matériels sont à signaler. Les dégâts matériels sont très énormes. Les matières premières sont parties en feu. On avait fait toute une production d'une année stockée en magasin de stockage qui est partie enflammée avec les matériaux de construction, avec les machines, toute une équipe complète, quoi, avec les machines de peinture, tout est parti enflammé. Et un investissement à hauteur d'1 milliard, 1,5 milliard. On demande vraiment de l'aide à l'État. Au regard du rôle que joue l'usine dans notre économie, il était absolument nécessaire pour le chef du département de l'industrie de venir voir les dégâts causés et envisager le soutien de l'État. Je suis là aujourd'hui pour apporter le soutien, l'accompagnement, la compassion du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Donc lorsqu'on regarde l'investissement de 2,5 milliards, la création d'emplois, 250 agents, et le chiffre d'affaires qui est sécrété ici, on voit que c'est une grande perte pour l'économie du Mali et c'est une très grande perte pour l'industrie du Mali. Mais au-delà du constat des dégâts, c'est projeté pour l'avenir. Quel cadre de concertation allons-nous mettre en place pour qu'on puisse déjà évaluer les dégâts qui sont causés, mais aussi envisager la reprise de l'activité sur ce site-là. Presque n'i y'a jateminɛ mɔgɔ min yɛrɛ bɛ baara kɛ usine na yan nɔ a ka ca fo ka taa dama tɛmɛ an jigi ye gouvernement ye a ka se ka dɛmɛ don anw ma pour que an kana se ka taa chômage la parce que an ka nin chômage tile kelen a bɛ min da anw kan a bɛ min da baarakɛlaw kan wallahi ala dɔrɔn de bɛ a dɔn. L'usine IMAF Place, construite sur fonds propres, était opérationnelle depuis 2018-2019.
Et cette annonce avant de continuer ce journal, le match Mali-Nigeria est en cours à Marrakech au Maroc. À suivre cette rencontre sur la page Facebook de l'ORTM. Le ministre de la Défense et des anciens combattants a participé hier à la rupture collective de jeunes organisée par l'état-major général de la Garde nationale. Aussi, des prières ont été faites pour la paix et la sécurité au Mali. Reportage à Youssouf Diakité et Siriki Koulibaly. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, en participant à cette rupture collective du jeune, veut rassurer les forces de défense et de sécurité. L'initiative est de l'état-major général de la Garde nationale. À travers cette cérémonie devenue une tradition, nous voulons magnifier la cohésion, la solidarité et le partage au sein de la grande famille des forces armées et de sécurité en communion avec la population civile. Qu'il plaise au Tout-Puissant que les prières et les sacrifices des croyants nous ramène la paix et la prospérité. Une occasion pour le ministre de la Défense et des anciens combattants de reconnaître une fois de plus les efforts consentis et la détermination des forces de défense et de sécurité. Au-delà même de la rupture du jeûne que nous venons de faire, c'est l'occasion aussi pour les militaires et les familles des militaires et les sympathisants des militaires de se retrouver dans la communion pour rompre le jeûne ensemble, prier ensemble pour le Mali, prier pour tous nos militaires qui sont tombés sur le champ de l'honneur et souhaiter aussi un prompt rétablissement à nos blessés. Vivement la prochaine édition dans un Mali stable et sécurisé qui amorce véritablement sa croissance économique. Et à Kidal, l'opération Solidarité Ramadan 2024, une initiative du mouvement Ambiko. Une soixantaine de familles vulnérables ont reçu des kits alimentaires pour le mois de Ramadan. Sidi Elmidi Ag Al-Baka et Sungalo Doumbia. Encore de kits alimentaires destinés à atténuer la souffrance des populations vulnérables de la 8e région administrative de notre pays, une initiative du mouvement politico-citoyen Ambiko dans le cadre de la solidarité Ramadan 2024. Ambiko, à travers son bureau régional de Kidal, vient en aide aux familles vulnérables et aux déplacés pendant ce mois béni du Ramadan. C'est aussi le lieu de remercier la présidente Fatoumata Batoulignang pour son assistance quotidienne. En présence de plusieurs forces vives de Kidal, les bénéficiaires, au nombre de 60, ont reçu leur kit alimentaire composé du riz, l'huile et du sucre. Une occasion pour témoigner leur reconnaissance à Ambiko pour les efforts consentis. Vraiment permettra de soulager les souffrances des populations en cette période de carême. Nous rendons un vibrant hommage au mouvement Ambiko pour son soutien en ce mois béni de Ramadan. Notre reconnaissance est immense. Cette solidarité agissante de Ambiko en ces mois bénis de Ramadan vient soulager plusieurs familles vulnérables de la région de Kidal. Aussi, opération Ramadan de l'association Nyoro Remou, qui veut dire enfant de Nyoro, vient de remettre des kits alimentaires à 25 bénéficiaires en situation difficile dans la région de Nyoro pour bien passer le mois de Ramadan. Moussa Diakité. Composé de 250 sacs de 25 kg de riz, autant de sacs de 5 kg de sucre et 250 bidons de 5 litres d'huile, cette remise œuvre de l'association Nyoro Remou ou enfants ressortissants de Nyoro à l'étranger va permettre à 250 ménages en situation difficile de bien passer le mois béni de Ramadan. Donc 250 minutes, je pense que à Douaou, à Beminade, nous demandons à tout un chacun des prières, beaucoup de prières, pour que ceux qui sont ailleurs puissent avoir les moyens de venir en aide à leurs semblables qui sont restés dans le terroir. 9e du genre dans la localité, cette remise s'inscrit dans le cadre de l'opération Ramadan 2024. Chez les autorités bénéficiaires, la satisfaction était de taille. Au nom des populations de Nyoro du Sahel, du conseil communal et au mien propre, nous disons une fois encore merci à l'association. Nous demandons à ceux que Nyoro Remou nous dote d'une ambulance et que les partenaires aussi entendent notre cri de cœur. Là où
on peut servir chez soi, d'inviter les autres compatriotes à œuvrer dans ce sens. Mais 250 c'est beaucoup, mais si on peut aller au-delà de ça, ça nous fera plaisir. Vraiment, je ne fais que les féliciter et les remercier. Un bel exemple de solidarité des riches envers les couches démunies. Le centre hospitalo-universitaire du Point G a tenu la 46e session ordinaire de son conseil d'administration. Malgré les difficultés, le CHU entend relever les défis en 2024. Le coût total du budget s'élève à plus de 7 milliards de francs CFA. Reportage INABA. L'année 2023 a été une année difficile pour le CHU Point G. La tension sociale, la vétusté des bâtiments et du plateau technique dans certains services sont entre autres difficultés que cette structure hospitalière est confrontée. La 46e session du conseil d'administration de l'hôpital Point G porte sur la réalisation des activités et l'exécution du budget au 31 décembre 2023. C'est un bilan que je jugerais acceptable malgré les difficultés. Il va falloir accompagner les hôpitaux, pas que le CHU du Point G, mais l'ensemble des hôpitaux de façon générale, parce que c'est sur ça que repose le système de santé au niveau de la pyramide. L'année 2024 semble prometteuse et se présente en termes de défis, apaisement du climat social, accessibilité des soins de qualité, mais aussi la sécurité des patients. S'agissant des activités de recouvrement des recettes, le CHU a pu accroître ses performances. Cet effort a permis de mobiliser les ressources à 69,49% et le budget a été exécuté à hauteur de 65,26%. Le projet de budget 2024 du CHU du Point G s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 7 391 745 134 francs CFA contre 6 815 212 578 francs CFA comme dotation pour l'année 24, soit une augmentation de 8,46%. Il servira entre autres à renforcer les capacités d'intervention de l'hôpital par des acquisitions d'équipements, de réhabilitation, le maintien au meilleur niveau des équipements déjà acquis et assurer le bon fonctionnement des services techniques. Considéré comme un hôpital à vocation de dernier recours dans la pyramide sanitaire, le CHU Point G a pour mission d'assurer le diagnostic, le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes. La plainte est un acte par lequel une victime d'une infraction prévient l'autorité compétente. Une fois la plainte reçue, la justice ouvre des enquêtes, mène des poursuites et veille à l'application de la loi. Certains de nos concitoyens ignorent la démarche à suivre, d'autres entreprennent les démarches mais finissent par se décourager. Comment rédiger une plainte ou la déposer? Voyons avec Garibou Peru et Tchédje Camara la démarche à suivre pour porter plainte. Par voie écrite ou verbale, le citoyen peut judiciaire. exprimer sa plainte contre X lorsqu'il s'estime être victime d'une infraction. Il porte à la connaissance des autorités judiciaires compétentes la commission de la dite infraction. La victime a le choix entre saisir directement le ministère public, donc le procureur, ou s'adresser au juge d'instruction. Le procureur rédige en soit transmis, adresse à l'organe de la police judiciaire qui va être à titre de renseignement chargé de requérir tous les éléments qui entourent la notion d'infraction. Le procureur analyse les faits, les circonstances, analyse les données juridiques qui existent dedans et statue. Il peut décider, 1, de ne pas poursuivre, donc de classer sans suite. 2, de poursuivre. Lorsqu'il décide de ne pas poursuivre, donc de classer sans suite, il y a 2 types de classement sans suite. Il y a un premier classement sans suite qu'on appelle en opportunité. Là, c'est une question purement politique ou sociale, ou en tout cas d'ordre moins technique, qui permet au procureur de ne pas poursuivre parce que, en poursuivant, il peut entraîner un autre trouble social plus grave que le trouble qu'il veut réprimer. Et le deuxième classement, c'est en droit. Là, effectivement, ce n'est pas une question politique ou question sociale ou autre, c'est des questions juridiques. Exemple très simple. Quelqu'un qui ne jouit pas de ses facultés psychologiques et mentales a commis une infraction. Qu'est-ce que vous allez faire? Le poursuivre?
puisqu'il ne jouit pas de ses facultés psychologiques et mentales, alors c'est ici, là, un élément juridique prévu par le droit qui dit que toute personne qui ne jouit pas de ses facultés psychologiques et mentales peut être exemptée de toute poursuite. Ou, exemple simple, nous sommes dans un cas de légitime défense. Vous avez été agressé, vous avez riposté, et tous les éléments concordent à dire qu'il s'agit d'une légitime défense. L'autre démarche possible pour des raisons de proximité, la victime peut se rendre dans un commissariat de police ou à une brigade de gendarmerie pour porter plainte. On m'a injurié, on a violé tel ou tel de mes droits, on a porté atteinte à tel ou tel de mes droits, je vais à la police ou à la gendarmerie et je dépose une plainte. Certes, c'est un moyen pour que le procureur en soit informé, parce qu'une fois que les organes de la police judiciaire reçoivent une dénonciation, une plainte, saisissent le procureur. C'est le procureur qui est le maître du jeu. Porter plainte au tribunal, au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie, ces actions ont la même portée. Seulement, elles sont exercées par différentes autorités qui ont chacune un pouvoir spécifique. Lorsque une dénonciation est faite au parquet, à la police, une dénonciation est portée ou une plainte est portée devant le juge d'instruction, ils ont l'obligation d'examiner, de rechercher les éléments et d'arriver à une conclusion. La conclusion est telle que le juge peut ordonner le non-lieu ou ordonner le renvoi, ou le procureur peut classer sans suite ou déterminer s'il y a lieu ou non de saisir le juge d'instruction pour que les informations soient approfondies. Et si la décision du procureur de classer sans suite ne plaît pas à la victime, elle a une voie, c'est d'aller voir le juge d'instruction et de porter plainte avec constitution de partie civile. Si le juge d'instruction décide qu'il y a un non-lieu, la victime n'étant pas contente, peut interjeter appel contre la décision du juge d'instruction et l'appel sera porté devant la chambre d'accusation. Donc ça veut dire qu'on fait tout pour permettre à la victime de pouvoir obtenir satisfaction. Et les voies et moyens existent pour cela. La formule des plaintes n'est pas figée. Elle dépend de la souplesse écrite ou verbale du plaignant ou de la plaignante. Tout de même, la plainte enveloppe les informations sur la victime, le récit détaillé de l'infraction, l'auteur de l'infraction s'il est connu, les coordonnées de potentiels témoins et, si possible, les documents de preuve à disposition. À la forme, rien n'est exigé. C'est-à-dire qu'il faut avoir une formule sacrée ou sacro-sainte pour dire que voilà, tant que votre plainte ne respecte pas cette formulation ou cette démarche, elle ne sera pas reçue. Non. L'essentiel, c'est que des éléments concrets puissent être déterminés dans la plainte. Exemple, qui se plaint, contre qui se plaint-on, pourquoi se plaint-on et devant qui se plaint-on. Dès lors que ces éléments existent, alors la plainte est recevable. La plainte n'est pas la main courante. Sa vocation est de déclencher des poursuites afin de sanctionner l'auteur. La plainte peut être portée par la victime elle-même, ses ayants droit ou par toute autre personne. Dans ces cas de figure, on parle de la dénonciation. Le délai pour déposer une plainte en matière contraventionnelle est d'1 an, 5 ans en matière délictuelle et 10 ans en matière criminelle. Il y a aussi des infractions imprescriptibles qui donnent droit à la victime ou à ses ayants droit de porter plainte en toutes circonstances. Nos reporters se sont rendus sur le terrain pour un triste constat. Vous le verrez tout à l'heure. Le fait s'est passé dans la région de Sikasso, plus précisément à Sikoroni, dans la commune de Luluni. Un tradit praticien assassinait des enfants pour des rituels. Son prétexte était que ces enfants se transformaient en serpents et disparaissaient. Son dernier crime a eu lieu le 17 mars dernier. Une mère de 26 ans qui s'est rendue dans le village avec son enfant est retournée sans lui. Les investigations de la brigade de recherche du commissariat de 2e arrondissement de Sikasso ont permis de mettre la main sur le tradit praticien et la découverte des centaines de tombes d'enfants et des restes de corps. Compte rendu, Mustapha Doumbia et Suleiman Bamba. Et attention, certaines images peuvent heurter votre sensibilité. C'est un cimetière d'enfants découvert dans les villages de Sirakoroni suite à des investigations de la section brigade de recherche du commissariat du 2e arrondissement de Sikasso. L'affaire repose sur un enfant disparu avec l'implication d'un tradipraticien, de la mère de l'enfant
d'un intermédiaire, un vendeur de glace et du fils du tradipraticien. Les faits se seraient déroulés le dimanche 17 mars et la police est saisie de l'affaire 3 jours plus tard par le père de l'enfant disparu. Les éléments du commissariat de police du 2e arrondissement de Sikasso ont mené des investigations qui ont abouti à l'interpellation d'une dame qui serait la maman de l'enfant disparu. Elle a été conduite au niveau du 2e arrondissement. Au cours de son interrogatoire, alors, elle a reconnu les faits et a dénoncé une autre personne. C'est cette personne qui aurait rapproché la dame pour lui proposer des arbres, des feuilles d'arbres, afin qu'elle puisse laver son enfant. Il a fait des diarrhées incessantes. C'est en ce moment que la dame est revenue voir le monsieur, qui serait même un vendeur de glace, pour lui faire savoir que, depuis quand même que l'enfant a été lavé avec la solution que vous m'avez proposée, l'enfant ne se sent pas bien. Alors, comme si cela ne suffisait pas, le monsieur a recommandé à la dame un vieillard qui serait trouvé dans la localité de Serakoroni. Donc la dame, elle est allée voir le monsieur avec son enfant, évidemment. Alors, arrivé, qu'est-ce que le vieux lui a dit? Il dit que, ok, il n'y a pas de problème. Alors moi, j'ai une solution. J'ai un produit que je vais administrer à l'enfant. Si l'enfant réagit positivement, ça veut dire que c'est un humain. Mais si c'est le contraire qui se produit, alors l'enfant va se transformer en serpent et il va se perdre dans la nature. Selon des informations recueillies auprès de la police, ces crimes d'enfants existent dans ces villages depuis des décennies. La pratique serait transmise de génération à génération. Personne ne peut donc estimer le nombre exact d'enfants assassinés dans ces villages au nom d'une certaine transformation de l'enfant malade en serpent. L'enfant n'a pas été transformé en serpent. L'enfant a été tué par le vieux. Pourquoi? Parce que quand ils ont été au cimetière, la surprise fut grande, évidemment. Parce que là, au cimetière des Aïs, ils ont découvert vraiment, c'est pas possible, de près d'une centaine de tombes d'enfants. Près d'une centaine. Et sur les lieux, on voyait vraiment les morceaux de crâne, les crânes d'enfants, les couches, les habits d'enfants, etc., etc. Et l'enquête est toujours en cours. C'est pour voir qui sont derrière tout ça et qui sont ses complices. En tout cas, jusque-là, on a pu interpeller 4 personnes, notamment la mère de l'enfant. Mais les enquêtes se poursuivent. Le tradipraticien nonagénaire et son fils âgé de la soixantaine se trouvent présentement au commissariat, tout comme la mère de l'enfant et l'intermédiaire vendeur de glace. Le directeur régional de la police de saluer la détermination des éléments du commissariat du 2e arrondissement qui ne sont pas à leur premier exploit. C'est d'abord un message de félicitations pour les éléments qui ont conduit cette enquête et qui ont abouti à ce résultat. Vous savez, pour toute enquête policière, pour que ça soit une réussite, il faut qu'il y ait la population derrière. Sincèrement, la collaboration de la population pour cette affaire a été vraiment d'une importance capitale. Le cas de Serakoroni, à une cinquantaine de kilomètres de Sikasso, doit servir d'exemple à d'autres localités où des pratiques similaires existent. Des pratiques qui permettraient de se débarrasser de l'enfant serpent par l'utilisation de certains produits. Eh oui, triste constat. À partir d'aujourd'hui, la numérotation des chaînes locales change et se retrouve désormais aux canaux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 9. Les chaînes concernées sont respectivement ORTM 1, ORTM 2, Africa Télévision, TM1, Renouveau TV, Joliba TV, Chérifila TV, Mandeka et Poulakou HD. Le monde de la communication en deuil. Amaïgere Ogobara Dolo, ancien agent de la MAP et de l'ORTM à la retraite, nous a quittés ce mardi 26 mars à l'âge de 75 ans. L'ORTM rend hommage à ce pionnier. Ramata Konate et Karamoro Traoré nous dressent le portrait de l'homme. Les jeunes, je leur dirais que le travail, c'est bon. Il faut travailler. Il faut gagner le pain par sa sueur. Amaguiré Ogobara Dolo, un baobab qui vient de tomber. Il laisse à la postérité un trésor intarissable, la connaissance et le travail bien fait. Au service, à la maison, autour de lui, partout, il prêchait ses conseils à ses semblables. L'homme a vécu utile tant par son parcours riche en enseignements.
Le natif de Sanga, après l'EDF à Badiangara, intégra le centre pédagogique en 1967. Administrateur chevronné, rompu à la tâche, il a servi dans plusieurs localités du Mali. Gao, Mopti comme directeur d'école, Sikasso, puis Ségou en 1983 comme surveillant général adjoint du lycée régional. Puis, par amour pour la communication et l'information, Amaguiré Ogobara Dolo introduit une demande à l'AMAP et y travailla pendant des années. À l'AMAP tout comme à l'ERTM, qu'il intégra par la suite, Amaguiré Ogobara Dolo a été un pionnier du monde des médias à Ségou. En sa disparition ce 26 mars, le monde de la communication perd une icône. Oui, Amaguiré Ogobara Dolo, lui qui a bravé vents et pluies pour informer, sensibiliser la population à travers les colonnes de l'AMAP, les chaînes radio et télé de l'ERTM. Pendant plusieurs décennies, l'homme donne de l'éclat aux cérémonies nationales et régionales tenues dans la cité des Balanzans. Son omniprésence dans les cérémonies et pour la recherche de l'information lui a valu le sobriquet « la presse ». Il part à la retraite en 2009 avec sa voix inoxydable et imposante, une vraie voix d'homme de radio, puis continue dans l'ombre à épauler la jeune génération d'hommes de médias. Il est depuis 2010 détenteur de médaille du mérite national avec effigie abeille. L'homme au service tout comme en famille, au voisinage, a su marquer le cœur et les esprits par ses caractères. Sociable, respectueux, rassembleur avec son franc-parler, son humanisme. Amaguiré Ogobara Dolo est arraché à notre affection ce mardi 26 mars 2024. À 75 ans, il n'a pas pu résister à la maladie qui l'affaiblit et jusqu'à avoir raison de lui ce mardi à 4 heures du matin. Il laisse derrière lui 2 veuves, plusieurs enfants, des frères et sœurs, amis et collègues éplorés. Dors en paix, doyen. Les autorités régionales, le monde de la presse, parents, amis et collaborateurs ont rendu cet après-midi un dernier hommage au doyen Amaguiré Ogobara Dolo. La cérémonie funèbre a eu lieu à Pelengana, Ségou, en présence du gouverneur de Ségou, Kandesila Moussa Fofana. Amaguiré Ogobara Dolo tire sa révérence. Une personnalité, une plume, une voix de Radio Mali et de l'ORTM qui s'éteint définitivement tôt ce mardi. Celui que les autorités régionales, le commun des Ségopiens et plusieurs personnalités accompagnent ainsi à sa dernière demeure, fut d'abord enseignant de vocation. Né, voilà, il y a 75 ans à Sanga, Amaguiré Ogobara Dolo exerça ce métier d'enseignant un peu partout au Mali, avant d'être un chevronné de la presse. Un métier qu'il exerça avec amour, abnégation et surtout altruisme. Dolo a été au cœur de la communication du service public, à travers ses écrits et ses reportages dans le journal Essor, à travers ses magazines et ses reportages à la radio et à la télévision, ou encore à travers ses prestations de maître de cérémonie. Bref, Dolo était partout, avec l'administration, les services techniques, avec les services de développement rural. Sur le plan social, Dolo était un homme affable. Il aimait tout le monde. Et sa philosophie de la vie, c'était quoi? La bonté, le bonheur, ce sont des vertus que l'on devrait partager avec les siens. Dolo est un éducateur, Dolo est un formateur. Sur le plan social, il est irréprochable. Dolo nous a formés. Quand l'ORTM Ségou a ouvert ses portes, la presse et le Mali ont perdu un serviteur. Nous avons travaillé ensemble de 1986 à 2017. Il était mon patron et il m'a toujours respecté. C'est un bon travailleur. Une personnalité hors du commun, à cheval sur nos valeurs de fraternité, de solidarité et d'entraide. Dolo, c'est un aîné
c'est un grand frère exemplaire. Le peu que je connais de lui, prêt à l'écoute de l'autre pour être à son service, tolérant, indulgent et sait pardonner. Il sait donner son amour et il ne donne pas pour reprendre. Et nous remercions toute l'équipe de l'ORTM. Parce que depuis son état de malaise, la directrice de l'ORTM n'a pas cessé d'appeler pour savoir l'évolution de son état de santé. Cela nous a touché profondément et nous remercions toute l'équipe de l'ORTM, Ségou ainsi que Bamako. Dolo est un voisin exemplaire, un bon serviteur au niveau du quartier. Amaïkiri Ogobara Dolo, une référence qui laisse un héritage lourd à porter. Dors en paix, doyen. Et oui, dors en paix, doyen, que le Tout-Puissant t'accueille dans son royaume éternel. À la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. À demain, même heure, même plateau, plaise à Dieu et bonne fin de soirée à tous.